Bonjour et bienvenue sur Hop6, le podcast d'Econa Création. Vous pourrez nous retrouver en podcast audio sur toutes les plateformes ou en vidéo sur YouTube et Instagram. Le sujet du jour, c'est les VFX et pour ça, je suis accompagnée de Théo et Mathias. Bonjour. Bonjour, merci Hello. pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Théo, je te laisse commencer, ou Mathias, peu importe. Moi, je suis Théo, donc Théo Cocagne. Je suis infographiste des effets visuels numériques. Ça, c'est pour la description, on va dire, administrative. C'est toujours ce qu'on vous demandera. Les autres ne connaissent pas nos métiers. Mon métier, plus précisément, c'est compositeur ou digital compositeur en anglais. Et depuis quelques années, superviseur compositing sur certains projets, ça dépend. Et du coup, je travaille principalement aujourd'hui en long métrage et en série. Mais j'ai aussi fait une période, j'alternais entre pub, documentaire, série. J'ai fait à peu près tous les types de projets, même du clip, même si c'est ce que j'ai un peu le moins fait. Et t'enseignes aussi un petit peu. Ah oui, j'enseigne aussi à l'université de Valenciennes, qui est mon ancienne université, là où j'ai fait mon master en effets visuels, où je me suis formé aux effets visuels. Et toi, du coup, Mathias ? Pour ma part, je suis un étudiant de Théo, donc je suis à l'UPHF ou l'INSA Hauts-de-France, où justement je suis en cursus Master 1 de post-production, où je vais venir toucher à tous les aspects de post-prod, que ce soit montage, son, étalonnage, et notamment les effets spéciaux, où justement j'ai Théo comme professeur. Justement, on va parler d'effets spéciaux. Déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient un peu cette vocation ou cet intérêt pour les VFX ? Mon intérêt pour les VFX, je dirais qu'il est venu lorsque j'ai vu pour la première fois Pirates des Caraïbes, premier du nom, notamment lors de la scène de combat entre le capitaine Barbossa et Jack Sparrow. On a une scène finale de lutte au clair de lune où justement on alterne entre personnages squelettiques et personnages entre guillemets réels. Et je me suis dit, c'est incroyable, ça a l'air super dur. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Incroyable. Et c'est vraiment très drôle parce qu'on a remarqué dans les effets visuels que selon les générations, il y a souvent un film ou deux films qui nous ont donné envie de faire des effets visuels. Et on se rend compte que parmi les plus anciens, c'est Star Wars. Après, il peut y avoir Jurassic Park. Et par exemple, moi, pour mon cas, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et en gros, globalement, et même si Star Wars après est venu agrémenter ma passion pour le cinéma d'abord. En fait, pendant très longtemps, moi, je savais que je voulais faire du cinéma. J'ai d'abord voulu faire du montage. En fait, je suis passionné par tout ce qui touche à l'image. Donc après, j'ai été passionné par la directeur photographie et cadreur. Et c'est en master en fait que je me suis spécialisé en effets visuels. Et en fait, dès lors que j'ai rencontré le compositing, enfin découvert le compositing, comme ça se rapprochait de ce que je faisais en tournage, c'est le seul qui est connecté et tout, et qu'il fallait finaliser l'image, je me retrouvais complètement dedans et je suis tombé amoureux de compositing en stage à micro-cinémage. Toi, c'est un peu pareil d'ailleurs, tu touches un peu à tout. Ce que je me rends compte, c'est que c'est vraiment un parcours qui est assez similaire dans le sens où jusqu'à présent, je me suis dit, bon, je vais d'abord commencer par le montage, ce qui a été jusqu'à présent ma spécialité et j'ai fait majoritairement des projets variés là-dessus, que ce soit comment dire, vidéo promotionnelle, que ce soit en vidéo de mariage, où justement j'allais même faire les tournages, de la fiction aussi, pour les cours ou pour des copains. Mais c'est vrai que pour moi, le montage, je pense que c'est un peu la première étape vers les VFX, dans le sens où, pour moi, si on comprend déjà toutes les bases de l'image et du montage, on a déjà un pied dans les VFX. Mais c'est très technique les VFX. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est assez vrai, c'est que on peut avoir des cadreurs très techniques, mais aujourd'hui on a beaucoup de cadreurs, des gens qui vont prendre quelques trucs et notions de caméra sans tout savoir et qui vont se dire cadreur et qui d'ailleurs vont réussir à travailler comme ça. C'est quasiment impossible dans les VFX de faire ça. On peut pas être dans les VFX sans avoir des connaissances techniques. Je parle en tout cas côté graphiste, côté production c'est possible, même si c'est bien d'avoir un minimum de bagages. Mais d'ailleurs, ça comprend combien de métiers au final, les VFX ? Les VFX, c'est énormément de métiers. Alors, bien sûr, sur un petit projet, un film d'auteur français, il peut y avoir, par exemple, quasiment que mon métier, c'est-à-dire compositeur et un superviseur. Parfois, il n'y a même pas de superviseur, ça va être un compositeur expérimenté qui va pouvoir tomber un projet, un petit documentaire. Typiquement, une fois, je me suis retrouvé sur un documentaire où ils avaient oublié de mettre un dentier à un vieux monsieur. Donc, j'ai refait des dents à ce vieux monsieur. Là, pour éviter de se poser des questions existentielles, on regarde un petit documentaire où on se met le cerveau en off parce que c'est pas très intéressant. J'aime raconter au début, dire que j'ai passé 2 semaines dans la bouche d'un monsieur. Voilà, c'est pas très intéressant, passionnant. Donc, combien de métiers ? Donc, si on prend vraiment du plus gros projet, il va y avoir en haut de la chaîne, et si on prend vraiment les gros projets, il y a un superviseur général qui, en général, est le superviseur des effets visuels qui a été sur le tournage.
Donc il faut savoir, oui, on dit super effets visuels, on dit pas effets spéciaux dans dans le langage commun, on va dire effets spéciaux. Nous, on distingue effets spéciaux, c'est ce qui a été fait sur le plateau, dit SFX. Et nous, c'est VFX, Visual Effects. Et donc, c'est considéré les effets visuels numériques. C'est-à-dire, c'est des effets d'optique ou numériques qui ont fait qu'on a triché sur l'image en post-prod sur ordinateur. Donc voilà. Donc, on a le superviseur général des effets visuels. On a en dessous, s'il y a plusieurs entreprises, un superviseur des effets visuels dans chaque entreprise. Ensuite, il va y avoir un superviseur de la 3D, dit superviseur CG, comme Computer Generated, et un superviseur 2D ou superviseur compositing. Ça, c'est ce que je fais en général. Voilà. Il y a ça. Ensuite, si le projet est vraiment très gros, il va y avoir des leads des leads de séquence, par exemple. En compositing, on va avoir des leads de séquence. Donc, il va y avoir ça, il peut y en avoir plusieurs. En général, c'est des seniors, c'est des gens assez expérimentés et qui ont des capacités à transmettre l'information aux plus jeunes. Il y a une volonté de transmettre et une volonté d'avoir des équipes plurielles, c'est-à-dire des équipes avec des seniors, des leads, des mid et des juniors. Et de pouvoir transmettre et donc faire avancer ensemble. Et ensemble, l'idée, c'est de faire des meilleures images, de toute façon. Et aussi d'avoir des équipes plurielles aussi d'un point de vue technique et artistique. Puisqu'on est à la frontière entre sciences, technique et art, c'est très rare d'avoir un profil qui est très bon dans les trois. Donc, on va avoir des profils très techniques, des profils très artistiques et des autres très basés sur la science pour être très carré sur est-ce que la gravité est respectée, est-ce que l'optique est là. Et voilà. Ouais. De la même manière, il y a les techniciens IO qui, eux, vont juste être de la technique pure et vérifier que tout soit conforme au niveau de tout ce qui rentre et ce qui sort. C'est bien, je vois que tu connais bien, je vois que Peric a bien fait son travail, un ancien collègue de bureau. Du coup, effectivement, il y a les techniciens IO, c'est ceux qui reçoivent donc in and out, donc ils reçoivent et ils renvoient les plans, donc les plans truqués, et eux, nous, on les reçoit non truqués et on les renvoie truqués. Et c'est aussi eux qui vont s'assurer de la conformité des plans. C'est-à-dire que nous, en fait, on traite énormément l'image et potentiellement, on peut la dégrader non volontairement. Donc, du coup, ils sont là pour vérifier qu'on a bien livré le bon frame range, la bon color space, qu'il n'y a pas des éléments qui ont été dégradés non volontairement, la qualité de l'image. Parce que potentiellement, c'est ce qu'on appelle de l'over-processing. Dans Nuke, si on fait de l'over-processing, ou dans beaucoup de logiciels d'effets visuels, on risque de dégrader l'image à des endroits qu'on n'est pas censé modifier. Bah justement, on parlait technique, on parlait expérience. Apprendre à filmer, c'est assez simple, apprendre à monter aussi. Mais à quel point c'est difficile d'être autodidacte quand on parle de VFX? Je pense que, comme je l'ai dit précédemment, il faut déjà un minimum de connaissances, dans le sens où moi, j'aurais voulu m'engager dans une formation autodidacte entre ma L3 et mon Master 1, mais parce que j'avais déjà un certain nombre de connaissances préalables. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui ne commence de rien, qui sait à peine faire fonctionner une caméra, qui connaît pas tout ce qui est codec, résolution, peut-être qu'il connaît même pas le vocabulaire adapté, je pense qu'il va être très très vite perdu et ça va lui sembler être presque insurmontable. Donc peut-être commencer par l'audiovisuel plus classique avec juste savoir faire fonctionner une caméra, faire un tournage, faire un petit peu de montage, même classique, peut-être. Mais allez, je vais dire sur CapCut, mais pour les non-initiés. Mais bon, Premiere, c'est quand même mieux pour commencer, ou DaVinci. Bah justement, toi, du coup, qui as maintenant des cours de VFX, quel est ton prochain objectif en termes d'expérience et de connaissances? Je dirais que mon prochain objectif en termes de VFX, ce serait surtout que quand je vois chaque plan, je sais le décortiquer et je sais techniquement comment le réaliser. Ok. Parce que justement, je vais un peu démystifier, moi, l'idée que les VFX, c'est hyper difficile, c'est hyper compliqué. Mais quand on a l'œil et qu'on arrive à savoir comment a été fait chaque plan, on se dit, OK, alors cette technique, elle fonctionne comme ça, donc je vais appliquer cette technique-là. Ensuite, par-dessus, je vais en appliquer une autre. Et c'est comme ça que finalement, je vais arriver à créer mon plan VFX, qui au final, quand on s'y connaît, n'est peut-être pas aussi dur qu'on le pense. Bah justement, j'allais te demander à quel point c'est accessible aussi le métier. Je dirais que les VFX en général, c'est assez compliqué quand même, mais que ça reste accessible s'il y a la motivation derrière et qu'il y a l'effort. Mais en tout cas, on ne pourra pas s'improviser VFX artiste du jour au lendemain sans avoir un gros bagage technique et un gros bagage culturel. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais oui, aussi, regarder des films, ça joue. Et regarder des films pas en passif. C'est-à-dire analyser, se poser des questions. Pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi ce cadre marche mieux qu'un autre? Pourquoi la lumière me parle et me raconte quelque chose? Qu'est-ce qui fait que la scène est dramatique ou pas? Ou est-ce que la température de couleur joue sur mon émotion et donc je me ressens plus triste et pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui fait dans l'image que ça fait ça? Ça, c'est un second temps. Moi, aujourd'hui,
On me demande souvent si je profite autant des films, et je dis oui, je profite la première fois que je regarde un film. En général, j'arrive à me détacher de la technique. Si j'ai pas aimé le film, ça m'arrive de le revoir quand même, juste pour voir la technique. Surtout si c'est un film techniquement qualitatif. Typiquement, Avatar, c'est pas la meilleure histoire du monde, mais je le regarde au début, je me profite du truc, enfin pour moi. Et en gros, la deuxième fois, je le regarde pour la technique, parce que c'est quand même ce qui se fait en tout cas en effet visuel et en effet de la technologie des effets visuels mélangés au visuel, c'est quand même ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui. Et Weta Digital avec WLM fait partie des deux meilleures boîtes, enfin sont probablement les deux meilleures boîtes au monde dans les effets visuels. Bah justement, on va parler un peu de films. Est-ce que vous avez un film ou une série qui vous a justement marqué particulièrement pour ses VFX chacun? Mathias? Ouais, il me semble que c'est 1917 où justement on pense, enfin les spectateurs pensent qu'on a un plan séquence tout le long, à part il me semble vers le milieu où on a un cut. Mais en fait, quand on connaît la triche, on sait que finalement c'est juste des mini raccords qui sont dans le plan qu'on ne voit pas. Et en fait, on passe de l'image réelle à de la 3D. Et en fait, je trouve ça excellent parce que c'est invisible. Et je pense que justement, les effets visuels, ils sont là pour que justement rendre cette illusion-là réelle. Et qu'on croit que tout a été fait de manière en prise de vue réelle finalement. Les films que je préfère, c'est vraiment les films qui mélangent, qui arrivent à bien mêler les effets visuels avec les effets plateau. Parce que souvent, si c'est bien géré, c'est ce qui marche le mieux. On peut voir au tout début des années 2000, on avait fait l'erreur des fois de faire des films qu'en effet visuel, comme Star Wars épisode 1, et les acteurs étaient complètement perdus. Il y a des trucs, il n'y a pas d'interaction, c'est très compliqué, et les regards sont pas bons. Et, euh, et voilà, et finalement, quand il y a un décor, en plus d'aider les acteurs à savoir quoi jouer, donc ils jouent à mieux jouer finalement, et ben ça aide parce que nous, on a des références visuelles de comment est le plan. Et je prends l'exemple, par exemple, si on prend l'exemple, si Top Gun, Top Gun, qui est absolument un film où il y a quasiment tous les plans sont truqués, même si on nous dit l'inverse, parce que les avions ont été filmés en vrai. Mais du coup, pour nous, c'est génial parce qu'on les refait tous en 3D, mais on a des références visuelles parfaites et c'est pour ça qu'ils marchent si bien. Parce que à côté d'un avion live, on met un avion CG et on compare. Ok, les blancs c'est bon, les noirs sont bons, la Colomba ça va. Ah, regarde la réflexion là, on voit que l'angle avec le Fresnel effect, et ben il est comme ça sous le soleil à cet endroit-là. Donc du coup, on va refaire ça et petit à petit, on peaufine et on a une référence parfaite puisque le vaisseau réel est dans l'environnement. Tu parles d'effets plateau et d'effets visuels. Est-ce que justement, travailler dans les VFX, ça veut dire qu'on participe jamais à un tournage? Alors si, le superviseur des effets visuels va y participer et même intervient très tôt dans le scénario. Par exemple, sur Camelot, Camelot 2, je sais que le superviseur des effets visuels est intervenu dès la version 4 ou 3 du scénario, alors qu'il y en a eu une dizaine ou plus. Donc du coup, ça intervient très tôt. Et pourquoi? Bah déjà pour des raisons, pour des arbitrages budgétaires, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'on a le budget pour faire ce plan-là? Est-ce qu'on peut le faire comme ça ou autrement? Notamment en France, où on a souvent des budgets un peu plus limités que les Américains. On doit se dire, ok, ça, est-ce qu'on veut mettre de l'argent là-dedans pour le montrer? Et je sais que Règne Animal, qui est un film où il y a beaucoup d'effets visuels, il y avait beaucoup plus de plans truqués à la base. Et en discutant avec le superviseur des effets visuels, ils ont dit, bon bah voilà, celui-là, ça vaut le coup de mettre de l'argent. Celui-là, on va peut-être le suggérer, on va montrer la différence entre la suggestion et la monstration. L'exemple parfait, c'est Alien à l'époque, où on montrait très peu les premiers aliens. Et du coup, au final, ça fait peur, donc ça marche très bien aussi. Et juste, on montre un tout petit peu, mais voilà. Parce que, en fait, dites-vous bien que l'imaginaire est toujours plus fort que ce qu'on montre. Parce que l'imaginaire, ça permet à chaque personne de s'imaginer le pire. Voilà. Par exemple, et c'est pareil, la force d'un livre et la force d'un film. Un film, c'est déjà la vision d'un réalisateur et de quelqu'un qui a pris le parti pris de se dire c'est ça, c'est comme ça. Alors que quand on lit le livre, on s'imagine, et dans une cadre d'une scène d'horreur, par exemple, on s'imagine sans doute le pire, si c'est bien écrit. Alors qu'un film, c'est déjà une vision et on a pris un parti pris de montrer. Et du coup, peut-être que ça fait peur à l'un, mais pas à l'autre. Tu parlais de Camelot 2. Ouais. Donc, tu étais lead compositing artist, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que justement, tu as des petites anecdotes, que ce soit sur Camelot ou autre chose, hein, mais des petites anecdotes, des trucs auxquels on pense pas forcément qui se passent quand on est justement sur les VFX? Camelot, la spécificité de ce projet, c'est que le montage a pris quand même pas mal de temps, plus que prévu. Et en gros, on a commencé beaucoup plus tard que prévu. Et du coup, on a dû avoir un temps très limité pour sortir autant de plans, voire plus de plans. Et donc, on a dû forcément, on a renforcé les équipes. Il y a même eu une entreprise en plus qui est venue sur le projet. Mais à un moment, étant donné que le film était déjà prévu pour mi-octobre, il fallait quand même sortir le film dans les temps. Et pour un film français, c'était un film qui restait assez exigeant en matière d'effets visuels. Il y avait quand même pas mal d'effets visuels. Il y avait des effets invisibles, bien sûr, qui ne se voient pas, qu'on a fait, donc effacer, bien sûr,
C'est un film médiéval, donc il ne peut pas y avoir de câble électrique, il ne peut pas y avoir de trucs récents, d'antennes, donc il y a toutes ces choses-là à effacer. Mais il y a aussi des effets de magie, il y a des monstres, ce qu'on appelle des créatures. Il faut savoir qu'en effet visuel, tout ce qui n'est pas humain mais qui est organique, on appelle ça des créatures. Donc même si c'est un géant, si tout ça, c'est des créatures. Ok. Et est-ce que tu as participé, enfin, est-ce que tu as travaillé sur un projet dont tu es le plus fier Enfin, est-ce que tu as un projet favori parmi ta panoplie Un projet favori, c'est difficile à dire, mais je sais que pendant longtemps c'était sûr. Aujourd'hui, je sais pas parce que j'en ai fait beaucoup plus maintenant. Je crois que j'atteins une quarantaine de films maintenant, plus les pubs et tout ça, mais c'est pas les pubs mes préférés. Et je pense que du coup, au moment où je triais encore, c'était Santa et compagnie d'Alain Chabat. Et il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dessus. C'est que c'est mon dernier film de stage et premier d'intermittent. Donc j'ai fait mes premières heures, j'ai dû faire 300 heures d'intermittent, donc la première, plus de la moitié d'une première année d'intermittence dessus. L'équipe était super. Tout l'open space était dessus parce qu'on était 60 dans l'open space et on était tous sur Santa et compagnie. Il y avait à peu près une vingtaine de compeurs avec différents niveaux. J'ai beaucoup appris. Pour un junior, donc pour un stage, j'ai fait des plans avec de la 3D, j'ai rajouté des bois, j'ai fait des fonds bleus, j'ai fait du restore, il y avait vraiment de tout, donc c'était parfait pour un junior. Et Amicros, à l'époque, ça restait encore un film assez rare finalement, avec autant d'effets visuels et autant de créativité dessus. Ok. Et je te retourne un peu la question. Si tu avais pu faire les VFX d'un film déjà existant, lequel ça aurait été? Eh bien, ça tombe bien parce que dernièrement, j'ai vu Predator Badlands, où j'ai plutôt aimé la partie univers, donc que ce soit sur les effets spéciaux du Predator, donc déjà comment on a rendu l'acteur en la créature qu'est le Predator, et ensuite dans un second temps avec tout ce qui va être l'univers. Par exemple, à un moment, il se retrouve dans la jungle, il y a des sortes de lianes en forme de plantes qui attaquent justement le Predator. Et on se dit, OK, il y a de la 3D qui va venir peut-être jouer. Ensuite, il va falloir qu'on rajoute peut-être, vu qu'on est dans la forêt, des effets de particules. En fonction du vent, pareil, il faut rajouter un certain nombre de choses. Il me semble qu'aussi, il a une sorte d'épée laser qui a l'air assez sympathique à pas animer, mais à venir travailler dessus. Et je trouvais que c'était plutôt bien fait en termes d'effets spéciaux. Et je dirais, donc pour répondre à ta question de manière générale, je dirais plus des films de science-fiction. Ok, C'est sympa. c'est pas mal, hein. Mm. Si tu pouvais donner un conseil, donc que ce soit à Mathias ou à quelqu'un, un étudiant qui serait intéressé par l'un des métiers des VFX, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Rebrousse chemin. Non, je rigole. Non, en gros, je dirais que s'il faut venir, pour le coup, si vous voulez faire des effets visuels, déjà, il faut être passionné. En fait, c'est un métier de passionné. Si vous le faites sans passion, ça va être très dur parce que faut faire. En fait, faut toujours. Enfin, faut pas toujours travailler. Non, mais je veux dire, faut. C'est pas parce qu'on a fini nos études, qu'on a commencé à travailler, que c'est fini, terminé, basta. La technologie, elle évolue en permanence. Faut faire de la veille technologique en permanence. Moi, je veux surtout pas. Déjà que j'ai commencé de la supervision compositing assez jeune. Je veux surtout pas me retrouver le superviseur qui ne sait plus faire. Donc, du coup, je veux absolument avoir des plans. Et c'est aussi pour ça qu'en tant que superviseur, je préfère des petits projets parce que c'est vraiment voilà, c'est un métier de passion et les gens sont en général bienveillants. Mais entre graphistes, il faut savoir que les clients, ça reste des clients. Et donc, même si c'est des réals, même si on se dit on fait des films, on fait ça pour comment, un monde plus grand et un monde plus beau que ce que le monde n'est, en vrai, ça reste des fois très compliqué. J'espère qu'il t'a pas fait peur. Non, on va dire que moi, enfin, la manière dont je vois les choses, c'est que pour moi, ça nécessite déjà beaucoup de travail dans le sens où, bah, forcément, quand on commence à apprendre, c'est un peu nouveau. Donc, je pense qu'il faut déjà connaître déjà bien les bases pour pouvoir pousser un peu plus loin et répondre aux attentes des différents projets. Dans le milieu de l'audiovisuel, on est souvent confronté à des personnes qui sont soit meilleures que nous et on se dit, ah, finalement, est-ce que finalement j'ai réellement ma place? Et moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, quand je vais sortir de master, est-ce que je vais pas être dans une très très grande compétition à qui sera le meilleur? Alors, c'est un monde compétitif, hein, comme à peu près tout aujourd'hui, hein, même les milieux qui sont censés pas être compétitifs, la santé, l'éducation et les transports, ça devient compétitif. Donc voilà, et nous, ça l'est aussi, on a des dilemmes. Après, il y aura toujours meilleur que soi. Et en plus, j'ai envie de te dire, des fois, on pense que quelqu'un est meilleur que soi et pas forcément. Peut-être qu'il est meilleur sur ça, et voilà. Et par exemple, moi, je pense que si je fais de la supervision aujourd'hui, c'est pas parce que je suis le meilleur technicien ni artistique, c'est pas la question. Mais je pense que ma qualité première avant tout, c'est l'humain. Je fais hyper attention aux gens.
Je sais communiquer. Je suis social, je pense que tout le monde le sait. Je suis aussi bavard, mais du coup, ça permet aussi de détendre les graphistes. Même si je suis dans le rush, je fais attention aux gens, que ce soit personnel et tout. Je veux qu'ils soient bien. Et en gros, par rapport à ce que tu dis, quasiment tous les bons graphistes, comme les mauvais, mais pas toujours, en gros, ont eu le syndrome de l'imposteur un jour ou l'autre. En gros, en discutant avec les graphistes, même des graphistes que je pensais vraiment que voilà, tout allait bien et tout, ils disent non mais moi j'ai le syndrome de l'imposteur à fond. En gros, ils ont l'impression de pas aller assez vite, de pas faire assez bien, de pas savoir faire ça, de pas voilà. Et en fait, dans les effets visuels, ça prend tellement de temps et c'est tellement dur qu'en fait tout le monde se trouve trop lent à un moment ou à un autre. Et voilà. Et en fait, comme je dis, il y a un truc assez, il y a un phénomène assez fort dans les effets visuels, c'est qu'en fait notre ego, il est jamais, on se juge jamais à notre bonne façon. Des fois, vous allez faire un plan que vous jugez hyper dur, que tout le monde juge hyper dur, et vous le tombez comme ça. Et tu fais, putain, je suis quand même pas une merde finalement. Et puis après, vous tapez le plan, genre, il paraît tout simple, et vous savez pas pourquoi, il y a genre même pas le track qui passe. Vous n'arrivez pas à passer votre track, le plan ne tient pas, il y a rien qui va. Le machin, vous savez pas, le grade, tout ça, il y a tout qui saute, et vous sortez le plan en 3 fois plus de temps que vous aviez prévu. Et là, du coup, bah, d'un coup, vous vous sortez comme une merde. Vous faites, mais pourquoi on m'appelle? Ça n'a aucun sens. J'ai un salaire de senior, je devrais être payé comme un junior. Euh, et donc, en fait, je pense qu'on se juge jamais vraiment, et je pense que c'est partout pareil, mais c'est d'autant plus fort dans un métier où, d'un plan à l'autre, on peut, voilà, il faut accepter de se dire que, moi j'ai mis du temps, hein, parce que vraiment, des fois, moi j'ai eu vraiment le syndrome de l'imposteur, mais souvent, comme c'est pas permis, j'ai failli burner à cause de ça en 2020. Le Covid m'a sauvé de me dire je pouvais me poser et arrêter de bosser pendant 2 mois, sinon je culpabilisais de pas travailler, et puis en fait, je voulais le faire, contrairement à ce qu'on pourrait dire sur les intermittents. Voilà, petit message politique. Mais en gros, le fait est, c'est qu'en fait, quand tu parles et quand tu fais attention, en fait, faut se dire, faut prendre du recul et se dire, déjà, si les entreprises m'appellent, c'est qu'a priori, elles ont une raison. C'est pas des enfants de cœur. Si elles t'appellent, c'est que tu as une plus-value, que tu amènes quelque chose à la boîte. Ou alors, tu es un sacré escroc et un sacré vendeur de tapis. Mais voilà. Et du coup, voilà, c'est un travail d'équipe. Donc, il va y avoir des profils qui vont réussir ce plan-là et tout ça. Et d'ailleurs, en supervision, une des parties importantes de la supervision, c'est de savoir qui va être bien pour faire ce shot, en fait. Et, et se dire, ok, bah, du coup, c'est forcément plus facile quand on connaît les graphistes. Et c'est pareil pour le superviseur des effets visuels. Moi, sur un projet espagnol que j'ai fait, Daniel Forever, il m'avait dit, non, mais moi, je m'entoure en gros de ceux qui vont faire ce que j'arrive pas à faire. En fait, c'est ça un peu sa partie, c'est trouver celui qui va être le mieux pour ce projet-là, et ça sera pas forcément le mieux pour un autre, en superviseur en compositing, en FX artist, en lead FX, en lead lighting, en subsidi. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un truc que j'encourage, peu importe là où on va. Je trouve que et surtout si vous voulez évoluer vers des postes de superviseur des effets visuels, comme je crois que tu m'as dit peut-être plus tard, C'est ça. et ben c'est important d'avoir une connaissance globale des effets visuels et de ce que fait l'autre en fait. Sans être aussi bon dedans, bien sûr, on ne demande pas de tomber un asset 3D, de tomber un dragon si tu es compositeur. Ou on ne demande pas de faire un restore de fou avec tout à effacer et qu'il n'y a rien qui va dans le plan. Si tu es un 3D artiste, mais avoir un minimum de connaissances, savoir ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il faut faire, ça permet aussi d'arbitrer est-ce qu'on peut faire ça en 2D, en 3D, discuter avec les superviseurs, voir ce qui est possible, voir si on se fait arnaquer, ça peut arriver aussi, hein. Il y a des vendeurs de tapis dans le milieu, ça existe. Mine de rien, en dehors de comprendre et tout ça, ça permet, en fait, comprendre souvent, ça permet l'empathie. Si vous comprenez un peu les problèmes de l'autre, si vous comprenez que ça prend du temps, souvent, c'est mathématique, vous avez plus d'empathie pour l'autre. Parce que vous savez que ça peut être compliqué, vous savez que ce que vous lui demandez, c'est pas forcément de fait, et que c'est pas forcément. Des fois, il y a toujours, on dit toujours, il y a toujours un plan sur un projet. Tu sais pas pourquoi, tu sais même pas comment tu vas le vendre. Tu sais, ce plan-là, je sais pas comment on va le faire. En superviseur, en compo. Bien sûr, tu le dis pas forcément aux équipes parce que tu essaies de les rassurer et tu essayes petit à petit avec le graphiste de le rassurer et de dire non mais c'est cool, ce plan-là il est pas facile et on avance et on voit petit à petit qu'il avance. Mais pendant très longtemps, il y a des shots où on se dit pendant 2-3 mois comment on va faire pour vendre ce shot alors que nous-mêmes on ne l'achète pas. Et du coup c'est dur. J'ai un exemple justement sur Notre-Dame, la part du feu. Le réalisateur, il voulait absolument un plan filmé avec un téléphone, et même pas un téléphone forcément qualitatif. C'était pas un iPhone ou un équivalent type Samsung ou quoi, en qualité d'image. Et c'était une catastrophe, ça ne marchait pas. Et donc on l'a passé par Topaz qui fait de l'upscale. Ça suffisait pas parce que c'était toujours moche, c'était juste de la moche en meilleure résolution. Donc en fait, ce qu'on a fait petit à petit, et puis en plus, il y avait une anime de pompier qui descendait une rampe comme ça qui marchait pas trop non plus. Et c'était pas terrible, c'était une anime 3D, mais le plan globalement ne marchait pas du tout. Donc en fait, comme le réalisateur voulait le chaos et que Notre-Dame était en train de brûler, et ben on a rajouté énormément de fumée. Et ça, souvent, faut le savoir, la fumée,
ça peut nous sauver. Quand un plan ne marche pas, on va rajouter de la fumée, on va cacher la misère en fait. Et là, on a bombardé de fumée, je fais rajoute-en, tout ça. Et en clip, j'ai déjà vu ça, moi j'ai pas bossé dessus. Question de budget apparemment, enfin, voilà. Mais sur un clip d'ACDC, je sais qu'on a fait énormément de cache-misère parce qu'ils avaient eu la bonne idée de se dire que un clip qu'ils avaient filmé en 360, qu'ils avaient réutilisé les images 360 pour ça, sauf que 360 ça étire tout ça, donc ils avaient des chicken legs les mecs, des jambes hyper étirées, c'était tout pourri, donc en fait on a pareil caché la misère avec de la fumée, ça marche très bien. Ok. Là, on parle de challenge, etc. Est-ce que tu arrives, du coup, toi, à te challenger au quotidien? Est-ce que tu fais des projets perso? Je t'ai pas demandé. Bah justement là avec des copains on fait un Nikon Film Festival où justement on va là comme j'ai comme projet d'incruster du coup une animation que j'ai déjà faite sur After dans un écran de téléphone. Pour le coup sur le tournage le téléphone lui il projetait un fond vert et donc justement je vais devoir me débrouiller pour aller incruster mon animation dans son verre. Après, bien sûr, je me dis que bon, en fonction de là où l'actrice a appuyé, bah, je vais devoir forcément du coup déjà détourer la main. Ensuite, en fonction de la vitesse où elle appuie, forcément la réaction du bouton, elle va être plus ou moins rapide ou lente. De la même manière, la manière dont elle interagit de manière générale avec l'écran, et bah, je vais devoir tout adapter sur mesure finalement, parce que ça a été un projet où on nous a dit, bah voilà, faites les animations en pré-production. Et au final, sur le tournage, on a eu les rushs, on a fait, ok, maintenant, va falloir tout réajuster en post-prod. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas participer au projet, ça me fait de l'entraînement. Et puis, de toute façon, voilà, il y a qu'en se confrontant à des problèmes et dans des projets qu'on avance, qu'on progresse. C'est totalement vrai. Complètement. C'est en gros comme je vous dis en cours, hein, et c'est le cas dans les effets visuels à fond, c'est en fait à la fin, la théorie c'est bien et c'est indispensable pour certains trucs, pour comprendre et pour le faire mieux. Mais à la fin, ce qui vous fera comprendre déjà la théorie, c'est la pratique, et ce qui vous fera progresser, c'est la pratique. Moi, je vous essaye de vous donner, c'est l'avantage d'être professionnel, j'essaie de vous donner des cas pratiques. Parce que comme vous le voyez, un note dans Nuke, c'est jamais d'un effet compliqué. C'est une association d'effets très simples qui font un effet complexe. Mais c'est savoir comment les associer qui fait que on va pouvoir faire telle ou telle chose. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as déjà eu un collègue ou je sais pas, quelqu'un que tu supervisais qui a été particulièrement ingénieux sur la suite de notes qu'il a employée pour faire un effet? Ah oui, plusieurs fois. Moi, une partie que j'aime bien en tant que superviseur compositing, c'est que je bosse avec des graphistes que je considère meilleurs que moi. Comme je dis, il y a toujours meilleur que soi. Et puis voilà. Et puis après, de toute façon, je pense que c'est assez humble de ne pas se considérer comme le meilleur. Mais en gros, et du coup, tu apprends énormément. Et en fait, un graphiste va avoir son expérience, va avoir passé du temps dans un plan, et va avoir trouvé des techniques que tu n'aurais pas pensé. Et du coup, c'est assez appréciable en tant que superviseur de voir des fois la veille technologique qu'un graphiste a fait en testant des choses. Et en plus, il y aura toujours, c'est une partie très intéressante de ce métier, c'est que tu n'arrives pas en te disant tous les plans vont tomber, je sais ce que je fais et tout ça. Il y a des plans, c'est comme ça. Il y a des projets, des fois, tu t'ennuies un peu plus parce que tu sais déjà faire. Tu vois, il y a des trucs que tu as fait tellement de fois que tout ça et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour toi en tant que senior. Ça peut être intéressant pour un junior, pour par exemple de faire plein de quilles à la suite, des quilles où il n'y a pas de complexe. Il y en a qui sont très complexes, mais il y en a où c'est juste de la déclinaison. Pour moi, il n'y a aucune valeur ajoutée à ça, à faire ça aujourd'hui. De toute façon, on me les donne pas. Parce D'où que l'intérêt aussi d'apprendre les uns des autres au final. voilà, tout c'est ça, simplement. exactement. Et du coup, il y a un vrai échange. Ouais, des fois, j'ai pas assez le temps de le faire, mais il y a des fois, quand je vois ce qui sort, j'ai envie de rentrer dans la compe de la personne et de regarder comment ça a été fait. Je le faisais beaucoup quand j'étais en stage, sauf que j'avais pas encore le niveau pour refaire le truc. Et là, en fait, quand je suis graphiste, que je sois, en fait, je suis graphiste, lead ou superviseur selon les projets. Et en gros, quand je suis graphiste, j'essaye de le faire un petit peu. Si je vois que j'ai assez avancé sur un plan, je vais prendre un peu de temps pour ma petite pause entre deux plans. Je vais regarder un petit peu. Bah déjà, j'aime beaucoup regarder ce qui sort des autres graphistes pour voir un peu. Ah ouais, parce que du coup, j'ai pas la vision que j'ai habituellement en tant que superviseur. Donc je passe un petit tour sur Shotgun et je regarde. Ah, il y a ça qui est sorti, oh, trop cool. Et là, par exemple, j'ai pris mon mois de décembre et j'ai vu qu'il y avait plein de créatures qui arrivaient. Je fais, oh non, je vais rater le compte des créatures. Donc voilà, mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Oui, je suis sur une série fantastique. Bah, ça met un peu de suspense, et c'est tout le but. Finalement, ce qui est réellement stimulant, c'est d'être toujours confronté à de nouvelles problématiques dans des projets. Oui, totalement, c'est ça. Écoutez, on va clôturer cette émission. Donc déjà, je vous remercie chacun. Merci à toi. Je vous en prie.
En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les prochains podcasts. On remercie la Dream, l'INSA Hauts-de-France et la Bibliothèque universitaire. Au revoir!